nous allons voir comment utiliser Blender avec une tablette, donc une tablette graphique équipée d'un stylet. Donc en fait, c'est pas très compliqué. La première chose à faire, ça va être de configurer votre stylet. Alors pour cela, bon, ça va dépendre de quelle marque de stylet vous utilisez, évidemment. Enfin, quelle marque de tablette graphique vous utilisez. Donc ici, moi j'ai une tablette Uion, mais ça peut être une tablette Wacom ou autre. L'important, c'est de définir les boutons. Alors évidemment, la pression au niveau de la pointe, ça va être le clic gauche. Et ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de définir les boutons du stylet de la façon suivante. Donc en général, il y a deux boutons sur un stylet de tablette graphique. Donc on va utiliser le bouton du bas pour faire le clic du milieu, puisque c'est celui dont on va se servir le plus pour bouger dans la vue 3D. Et ensuite le bouton du haut sur le clic droit. Voilà, alors si jamais vous ne pouvez pas configurer votre tablette graphique et votre stylet avec clic gauche, avec clic du milieu et clic droit, ne vous inquiétez pas, il y a une solution, mais déjà on va voir comment ça fonctionne dans Blender. Donc, quand vous appuyez sur le stylet, sur le clic du milieu, vous allez pouvoir tourner votre vue 3D en faisant, alors j'ai les raccourcis clavier, hop. Donc clic du milieu, on tourne, comme avec une souris. Vu qu'il n'y a pas de molette, pour avancer ou reculer, donc faire travelling avant ou travelling arrière, on va faire CTRL et le clic du milieu. Donc ça aussi, ce raccourci clavier il fonctionne avec la souris. Et si pour faire le travelling latéral, donc on va faire Maj plus clic du milieu. Voilà, exactement comme avec une souris. Voilà, le seul truc, c'est la seule chose qui change par rapport à la souris, c'est qu'on ne va pas utiliser la molette, mais on va utiliser CTRL et clic du milieu. Alors si jamais vous n'avez pas la possibilité de configurer les boutons, vous pouvez toujours aller dans les préférences de Blender. Hop, ils se sont mis sur votre écran, voilà. Et dans l'onglet Input, vous avez une option qui s'appelle Emulate 3 Button Mouse, donc émulation de boutons à 3 souris. Et en fait, ce que va faire cette option, c'est qu'elle va remplacer le clic du milieu par clic gauche plus Alt. Donc si je l'active et que je maintiens Alt avec l'appui, donc avec le clic gauche, vous voyez que ça va tourner. CTRL et Alt, du coup ça va faire le zoom, et Maj et Alt, ça va faire les travelling latéraux et au bas. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, vous pouvez vérifier qu'il y a bien que la pression fonctionne. Alors moi, pour vérifier que la pression fonctionne, ce que je fais, c'est que j'ajoute un objet Grease Pencil. Donc un objet Grease Pencil, c'est un objet qui sert pour dessiner. Donc on vous fait un blanc. On va passer en mode Draw pour dessiner. Avec F, je vais augmenter la taille du pinceau. Et ensuite, vous tracez des lignes. Donc, si quand vous appuyez le trait épais et quand vous appuyez moins le trait fin, c'est que la pression fonctionne. Donc, on va pouvoir s'en servir à la fois pour dessiner et à la fois pour sculpter. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va voir les outils de sculpture disponibles dans le logiciel Blender et dans sa version 2.8. Alors, la sculpture, qu'est-ce que c'est? C'est un mode objet. Donc, si vous avez déjà suivi les vidéos, vous savez qu'il y a plusieurs modes aux objets. Donc, le mode objet où on manipule l'objet, l'edit mode dont on va se servir pour faire la modélisation en bougeant les points, les arêtes ou en en créant des nouveaux. Et ensuite, on a le sculpt mode qui permet d'utiliser des outils de sculpture. Alors, avant d'y entrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre objet, on va prendre Suzanne qui nous servira pour la démo, et à Suzanne, je vais ajouter un modificateur de type subsurface pour lui ajouter des faces. Donc, on pourra aller dans Add Modifier, mais on va utiliser un raccourci qu'on utilise beaucoup quand on fait de la sculpture, c'est le raccourci CTRL avec 1, 2, 3, 4, 5, mais pas le 1, 2, 3, 4, 5 du pavé numérique, le 1, 2, 3, 4, 5 des touches qui sont au-dessus des lettres. Donc, par exemple, si je fais CTRL 3, il va m'ajouter un subdivision surface de niveau 3.
Donc ensuite je fais Apply, voilà, pour avoir un maillage. Voilà, on voit là qu'on a un maillage assez dense. Donc je vais passer en Smooth Shading aussi pour que ce soit lisse. Et on va pouvoir passer en mode Sculpt. Alors soit vous pouvez aller dans le menu, en haut à gauche de la vue 3D, soit vous pouvez utiliser le raccourci CTRL Tab qui vous donne un menu circulaire, pardon, avec tout en bas le Sculpt Mode. Voilà. Alors, le mode sculpture, il s'utilise de deux façons. La façon, on va dire, normale, c'est-à-dire où on va utiliser les outils de sculpture pour bouger nos points, et la dynamique topologie, ou DynTopo. Vous avez un menu qui se trouve en haut à gauche, qu'on peut cocher ou décocher, avec plusieurs options dont on verra tout à l'heure. Et en fait, la façon normale de procéder, enfin, quand on n'utilise pas normal, mais quand on n'utilise pas la dynamique topologie, c'est que les outils de sculpture vont bouger les points. Donc on a plusieurs types d'outils qui sont que vous avez sur la gauche, donc dans le menu Tool, que vous pouvez, qui est responsive, donc vous pouvez l'agrandir pour avoir tous les noms ou le rétrécir pour avoir juste les icônes. Vous pouvez également appeler ce menu avec la touche Maj et Entrée. Et l'intérêt d'avoir ça, c'est que vous avez non seulement les noms, mais en plus vous avez les raccourcis clavier pour chaque outil. Alors rapidement, on va voir, on va faire un peu le tour. Donc Draw, ça permet. Alors, je vais passer en mode sculpting, voilà, pour y voir un peu plus clair. On peut changer le matcap, donc l'affichage matcap, c'est quand même le mieux pour sculpter. Voilà, vous choisissez celui qui vous convient le mieux, celui par défaut est très très bien, ça permet de bien voir les zones sur lesquelles on sculpte. Donc l'outil Draw, ça permet de déplacer les points. Alors je vais afficher le maillage par-dessus, comme ça on verra bien ce que ça fait. Donc l'outil Draw, en fait, ça va surélever le maillage, et avec la touche CTRL, on va pouvoir le creuser, donc faire l'inverse. Voilà, donc ça déplace les points vers le haut ou vers le bas. Ensuite, nous avons l'outil Clay. Alors l'outil Clay il ne sert pas beaucoup quand on n'est pas en DynTopo, donc en dynamique topologie. Ce qu'il fait en fait, c'est que lui aussi va bouger, mais un peu plus lentement, comme si on ajoutait des petites couches de pâte à modeler. Clipstrip, ça ressemble au Draw, sauf que au lieu d'avoir une brosse ronde, on va avoir quelque chose d'un peu plus plat. Donc on va rajouter un peu de matière. Voilà. Layer, donc c'est lui aussi c'est comme l'outil Draw, sauf que l'outil Draw on va pouvoir ajouter au fur et à mesure qu'on passe. Alors que Layer, lui, on va pas pouvoir ajouter, il va s'arrêter à un certain niveau. Donc là ça fait des trucs moches. Voilà l'outil Inflate, donc il va faire gonfler certaines parties. Là, par exemple, je veux faire un gros nez à Suzanne. On va utiliser cet outil. Alors depuis tout à l'heure, vous me voyez peut-être agrandir ou rétrécir la brosse. Donc ça se fait avec la touche F. Donc on appuie sur F, on bouge le stylet ou la souris et on clique pour valider. Ensuite, on a l'outil Blob. Donc l'outil Blob, lui, va créer des bulles, des espèces de bulles. On a l'outil Crease. L'outil Crease, lui, ce qu'il fait, c'est que il va creuser des morceaux. Alors, voilà, ça fait partie des outils qui fonctionnent mieux en dynamique topologie. Donc, on va refaire le tour tout à l'heure pour que vous voyez la différence. Donc, l'outil Smooth, ce qui fait que c'est que lui, il va lisser. Donc, il va faire la moyenne de hauteur entre deux points pour lisser. Et si vous êtes sur un autre outil, là, si je suis sur l'outil Draw et que vous appuyez sur la touche Maj, vous passez un outil de lissage automatiquement.
Ensuite, on a l'outil flat. Donc, l'outil flat, comme son nom l'indique, il va aplatir. Donc, il va faire du plat. Alors, je vais enlever le fil de fer pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, donc ça crée des zones planes. On va lui aplatir le nez. Peut-être un peu trop. Et voilà, donc l'outil flat, ça aplatit les zones plates. Ensuite, celui-là, fill deepen, ce qu'il va faire, c'est qu'il va on va faire des trous et des bosses pour bien voir. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplir entre deux bosses, il va remplir les trous en fait. Donc ça peut être utile si jamais vous avez sculpté avec une basse résolution, que vous avez des petits pics un peu partout, pour adoucir tout ça. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aplatir, au lieu de remplir entre les pics, il va aplatir ce qui dépasse, juste. Ensuite, on a l'outil pinch. L'outil pinch, il va resserrer les points entre eux. Voilà, donc ça peut être pratique si on veut faire comment ça s'appelle, un maillage avec des formes bien aiguës. Si vous voulez par exemple faire des formes bien, comme sur des machines, voilà, des angles bien aigus, ça peut être utile. Voilà. Ensuite, on a l'outil grab. L'outil grab, il permet d'attraper, comme on l'indique en anglais, grab, et de déplacer des objets. Donc ça peut être utile quand on fait les shape keys par exemple, pour animer des expressions. On va prendre l'outil grab et on va pouvoir créer comme ça en déplaçant les points, on va pouvoir créer d'autres formes. Alors l'outil snake hook, sans la dynamique topologie, il va faire un peu la même chose que l'outil grab, donc il va nous permettre de déplacer. L'outil sum, donc lui, permet, imaginez que c'est comme si vous passiez votre doigt sur la pâte à modeler, donc on va bouger petit à petit les formes. L'outil nudge, lui, il va nous permettre de, je sais pas si on va bien le voir, mais en gros, il va nous permettre de bouger. L'icône de l'outil est bien plus parlant que ce que je vais dire. J'ai du mal à l'expliquer celui-là. Donc, il va nous permettre de déplacer de façon circulaire les formes. On a aussi l'outil rotate qui, lui, va nous permettre de faire une. Donc, on va le faire là-dessus. Pareil, voilà. Nous permettre de faire une rotation des formes entortillées, façon chantilly. Alors voilà, bon, évidemment, il faut y aller un petit peu mollo parce que sinon ça ressemble à rien. Alors ensuite, on a l'outil masque. L'outil masque, en fait, ce qu'il va permettre de faire, c'est de protéger certaines zones. Là, par exemple, si j'applique le masque sur le nez, et que je vais venir prendre mon outil grab, je vais déplacer tout ce qu'il y a autour, mais ça ne va pas toucher le nez, en fait. Donc l'outil masque, ça protège les zones. Et donc, avec la touche contrôle, on l'efface. Ensuite, on a l'outil Simplify. Donc, l'outil Simplify, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplifier le maillage. Alors, je ne suis pas sûr que ça fonctionne quand on n'est pas en dynamique topologie. Donc, ça ne fait pas grand-chose. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a cet outil-là qui s'appelle le Box Hide. Donc, en fait, on va tracer un rectangle et ça va masquer tout ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est pareil, si vous avez des éléments qui vous gênent quand vous faites votre sculpture, vous pouvez utiliser cet outil pour le masquer.
Alors, par contre, voilà, donc j'ai oublié le raccourci pour tout faire apparaître, mais vous avez ici un menu Hide Mask où on va faire voilà, Alt H, donc c'est comme en fait c'est comme en Edit Mode, donc H et Alt H pour tout faire réapparaître. Et ensuite on a le Box Max qui est comme le masque, pardon, mais qui va utiliser un rectangle de sélection pour faire ça. Et donc si j'appuie sur CTRL, on va pouvoir enlever ce masque. Donc voilà, donc là on a vu les quelques outils sur de sculpture sans la dynamique topologie. Maintenant on va voir ce que ça donne, mais avec la dynamique topologie. Voilà, donc dans cette deuxième partie consacrée aux outils de sculpture, donc on va voir maintenant leur utilisation avec la DynTopo ou dynamique topologie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon singe que j'ai déjà. On va repasser en vue normale et je vais ajouter un plan. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer comment fonctionne la topologie dynamique. Donc en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est juste de déplacer un plan, pardon. Voilà, pour vous montrer comment fonctionne la dynamique topologie en sculpture. Et pareil, je vais afficher le maillage. Donc, quand j'active la topologie dynamique, donc déjà j'ai ce message d'erreur. Donc ce message d'erreur, il apparaît quand vous utilisez les formes de base. Et ces formes de base ont ce qu'on appelle un dépliage UV de base, donc la mise à plat du maillage pour appliquer les textures. Et du coup, la topologie dynamique ne peut pas fonctionner avec le dépliage UV, puisqu'on va rajouter des faces, des points, des arêtes, et donc on a un message d'erreur à chaque fois qu'on l'active. Donc pour éviter d'avoir ce message d'erreur, on va supprimer l'UVMap ici. Donc vous allez dans l'onglet data de l'objet, et dans la section UVMap, on fait moins. Et là on n'a plus le message d'erreur. Alors la topologie dynamique, elle a plusieurs modes. Donc on va s'intéresser d'abord au paramètre detailing. Donc detailing, il a quatre possibilités, 4 options. Donc on va voir, là juste pour commencer, relative detail et constant detail. Donc relative detail, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter des divisions en fonction de la vue. Donc vous allez comprendre. Là si j'utilise mon outil Draw, donc on voit que la forme est divisée, en fonction de là où j'applique. Et si je zoome, je vais pouvoir encore rajouter des détails. Là, et là je zoome encore. Et donc je vais rajouter, plus je vais zoomer, plus je vais pouvoir rajouter de détails. Donc c'est pour ça que ça s'appelle relatif, c'est relatif à la vue. Alors ça c'est bien, mais on peut rapidement se retrouver avec beaucoup de polygones, mais ça a l'intérêt d'ajouter des détails uniquement aux endroits où il y en a besoin. On va revenir un petit peu en arrière. Et on va voir un autre mode qui est le Constant Detail. Donc Constant Detail, lui, alors on va revenir sur Relative Detail juste pour finir. Donc on a une Detail Size, donc 12 pixels, donc ça va être la résolution à laquelle on va diviser le maillage. Plus elle va être élevée, moins on va avoir de détails. Donc là de base c'était sur 12, si je passe à 6, il va encore diviser 2 fois plus que ce que c'était.
Donc ça va faire voilà, si je passe à 1, c'est le minimum, ça va faire des divisions de 1 pixel en fait. Je vais trouver quelque chose de très très dense au niveau du maillage. Voilà. Et Constant Detail, lui, donc, il va diviser, mais ça ne va l'échelle de la vue ne va pas compter. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez zoomer et vous n'allez pas pouvoir trop diviser si jamais vous ne l'avez pas permis. Donc, alors, là de base la résolution est sur 3. Et donc si j'essaye de diviser, donc on voit comment va être découpé l'objet. Donc c'est par rapport aux unités Blender. Donc si je passe à 4, il va encore diviser un peu plus. On va faire des multiples de 4. Bien. On va commencer par 8. Et donc vous voyez à chaque, donc de là jusque là on a une unité Blender, et donc il va diviser de façon constante en fonction de la résolution qu'on aura indiquée. Voilà, donc quand on travaille avec ce mode, l'intérêt c'est qu'on va commencer par faire les formes de base, et puis petit à petit on va augmenter la résolution pour avoir quelque chose de plus détaillé, et ça permet de contrôler le maillage, c'est-à-dire de ne pas se retrouver avec trop de subdivisions à certains endroits. Ensuite on a Refine Method, donc on a du base Subdivide et Collapse. Donc Subdivide, c'est que si on met une résolution plus grande, ça va diviser. Et si on met une résolution plus petite, ça ne va rien faire en fait. Ça ne va pas rediviser. Ça va juste bouger les points. Tandis que si on met Collapse, ça va diviser pour simplifier le maillage, parce qu'on a une résolution plus basse que celle où on était. Et si on met, et par contre si j'augmente, voilà, il ne va pas rediviser. Tandis que si on est en Subdivide Collapse, on va pouvoir faire les deux. C'est-à-dire, si on augmente la résolution, ça va diviser. Et si on la réduit, ça va réduire. Ça ne ressemble plus à grand-chose. Donc voilà, donc c'est important de savoir ça pour la dynamique topologie. Un peu trop loin, donc on va laisser de côté ce plan et on va reprendre Suzanne pour expérimenter un peu. On contrôle tab, on passe mode objet, on supprime. Et là on va ajouter Suzanne. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire un contrôle, cette fois contrôle 2 juste, pour ajouter un subdivision surface, un modificateur subdivision surface à 2. J'applique et j'ai repassé en mode sculpture. J'active la dynamique topologie. Donc là c'est pareil, on a encore le problème avec les UV, donc on va les supprimer les UV map. Et voilà, alors là, je vais passer en constant detail, on va passer à 20 pour pouvoir commencer à ajouter pas mal de détails. On va rapidement aller là dans l'option symétrie. Donc de base, la symétrie en X est activée. Donc si vous voulez faire un objet asymétrique, il faut le désactiver ici. On a l'outil Phaser qui va, sur l'axe de symétrie, adoucir, sans quoi on va vraiment avoir l'axe de symétrie qui est marqué si on n'active pas ça. Sachant qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on peut faire une symétrie radiale, donc ça c'est si vous travaillez sur une sphère, vous pouvez faire des motifs à 360 degrés, et vous pouvez faire un miroir sur plusieurs axes. Voilà, bon, pour l'instant on va juste travailler avec les trucs de base en X avec le phaser adoucir sur l'axe de symétrie. Je vais masquer mon fil de fer, d'ailleurs je vais juste passer dans le mode sculpture. Voilà, désactiver le fil de fer. Pour la dynamique topologie, on peut activer le smooth shading, que ce soit lissé. Et voilà. Alors maintenant, si je reprends mes outils,
Donc l'outil draw, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser pour rajouter de la matière. Voilà, donc toujours avec le stylet ou la souris, donc le clic gauche, on ajoute de la matière. Avec CTRL, on va creuser. Et là, si je remets mon fil de fer, on voit qu'il a divisé aux endroits où j'ai utilisé l'outil draw. Donc je vais augmenter pour que ce soit un peu plus flagrant. On va passer à 40. Donc on va pouvoir commencer à rajouter des détails. On va lire un petit peu. Ok, donc l'outil clay, comme tout à l'heure, ça va ajouter un petit peu de matière à certains endroits. L'outil clay strip, donc ça va faire comme l'outil draw, mais on va ajouter des bandes plutôt que des bosses. Donc ça permet juste d'ajouter de la matière sans monter trop haut, sans déplacer trop le maillage. Voilà, l'outil layer, lui, il va s'arrêter. Il va ajouter de la matière, mais il va s'arrêter à un certain niveau. On va pas pouvoir aller plus loin. Donc vous avez rapidement dans l'option des brosses, quand vous êtes en outil layer, la hauteur. Donc de base là c'est 0,4, mais si je vais à 1 mètre, normalement il doit pouvoir monter plus haut. On va pouvoir rajouter, voilà, on monte petit à petit un peu plus haut. Honnêtement, je n'ai pas encore trouvé trop l'utilité à cet objet, mais bon. Donc voilà, inflate. Donc comme tout à l'heure, ça permet de faire gonfler certaines parties du maillage. Blob, là, ça va permettre d'ajouter des petits points. Donc là, si on veut lui faire une petite verrue, on va des deux côtés. Voilà, ensuite, donc là, l'outil Crease, il est beaucoup plus intéressant quand on est en dynamique topologie, puisqu'on va pouvoir faire des petits creux. Donc là, si on voulait faire des rides, bah, ça va être parfait. On va lui faire des rides autour de la bouche. Et donc, on peut creuser. Voilà, c'est pareil. Ce qui peut être intéressant, ça va être de creuser avec l'outil Crease et puis de resserrer tout ça avec l'outil Pinch. Donc, comme ça, on va avoir quelque chose de vrai, on peut dire que c'est une petite cicatrice. Voilà. Donc l'outil Smooth, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, ça lisse. Donc ça peut permettre par exemple d'enlever de lisser et d'enlever certaines zones qu'on a sculptées. Alors là, on va racheter le fil de fer et donc on voit que quand même là où j'ai travaillé avec mes brosses, c'est beaucoup plus subdivisé. Par contre, on ne va pas pouvoir subdiviser plus que ça. Donc on va rester coincé là jusqu'à ce que j'augmente la résolution. Donc l'outil Flatten, donc lui comme tout à l'heure il aplatit. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là pour l'instant j'y suis pas encore venu, mais il y a tout un tas d'options en haut qui vont nous permettre de changer un peu le comportement de ces comment s'appelle de ces brosses, de ces outils, pardon. Donc lui c'est toujours pareil, donc on n'y revient pas, j'essaye d'accélérer un peu. Le pinch aussi permet de serrer comme tout à l'heure. Grab, alors Grab lui en dynamique topologie, il marche comme sans la dynamique topologie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer les éléments. Par contre, il ne va pas rajouter, alors, voilà, là où il ne va pas rajouter de division. Il ne va pas subdiviser, il va juste déplacer.
mais il est toujours utile. Alors, Snake Hook, lui, par exemple, il ne fonctionne pas pareil qu'en dynamique topologique, sans la dynamique topologie. Donc lui, il va permettre, donc on voit sur le schéma, de sortir un peu de la matière, comme de faire une extrusion. Et donc ça va permettre, je sais pas, si vous voulez faire des cornes ou des moustaches, je sais pas trop, et donc il va permettre de, voilà, de sortir. Donc on va après lisser tout ça. On va venir gonfler à certains endroits parce que c'est un peu plat. Et voilà. En 2 secondes, on se retrouve avec une Suzanne diabolique. Voilà, donc lui, Sum, il fait toujours la même chose que tout à l'heure. Nudge, ça va être pareil aussi. On va déplacer. Et rotation, c'est pareil. On va pouvoir tortiller un peu, on va essayer d'y aller doucement. Ok, et donc voilà, quand vous avez ajouté suffisamment de détails, vous allez augmenter la résolution. Là, je la double directement, mais vous pouvez y aller plus petit à petit. Voilà, et commencer à rajouter voilà, donc cette deuxième partie sur les outils est terminée. On va maintenant voir les options pour ces outils qui sont très très intéressantes, qui vont vous permettre de changer le comportement des brosses, d'utiliser des textures, etc. Voilà, donc on revient pour une dernière partie sur les bases des outils pour sculpter dans Blender. Alors je vais repasser en mode sculpture. Donc on va voir un peu tout ce qui se cache dans ces menus là-haut. Donc on a un menu View, un menu Sculpt, un menu Brush. Évidemment, donc ça, le menu View, il est commun à toutes les vues. Le menu Sculpt, on va pas trop regarder là, on va surtout regarder les options des, c'est là où je voulais en venir, les options de sculpture. Donc ces options, vous les avez en haut de la fenêtre de la vue 3D quand vous sélectionnez l'outil, mais vous les avez aussi ici dans le panneau outils, dans la fenêtre propriété. Vous avez un premier panneau avec un petit tournevis et une clé à molette qui s'appelle Active Tool, et vous avez les mêmes options ici. Donc si jamais vous préférez pour avoir une meilleure visibilité, vous avez tout qui est ici. Donc on a plusieurs choses. Pour commencer, on a le radius. Donc le radius, c'est le diamètre de la brosse. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, avec F, on peut l'agrandir ou le rétrécir. Je pense que vous utiliserez plus souvent ce raccourci que le radius qui est là. Alors le radius, on peut le bloquer. C'est-à-dire que si je le bloque, la taille ne change pas en fonction de la distance de la caméra. Par contre, si je le débloque, là chez le radius, il a 98 pixels, c'est 98 pixels de l'écran. Donc c'est le rayon, hein, c'est pas le diamètre comme j'ai dit tout à l'heure, donc le diamètre c'est le double. Et donc si on s'approche, la brosse ne change pas de taille. Par contre, moi je vais pouvoir faire quelque chose de plus fin que si j'étais plus loin. Ensuite on a cette petite option, donc on a une flèche qui pointe vers le bas, qui en fait permet d'utiliser la pression du stylet pour la taille de la brosse. Donc si je l'active, on va aller dans un endroit. Donc, si j'appuie tout doucement, la brosse n'est pas à son maximum, c'est que si j'appuie très fort, évidemment je vais activer ça. Voilà, donc la, taille de la brosse va être sensible à la pression du stylet. Donc ensuite on a l'outil Strength. L'outil Strength, lui c'est pareil, c'est de la force de la brosse. Donc
Là, logiquement, quand on fait de la sculpture, on travaille avec une tablette graphique et un stylet parce que ça permet de gérer la pression. Là, par exemple, si j'appuie tout doucement, on va avoir des petites bandes, tandis que si j'appuie comme si on clique la fois, on va avoir des plus grandes. Donc ça permet de faire des choses un peu plus subtiles. Pareil, quand vous lissez, vous pouvez lisser à fond, vous pouvez lisser tout doucement, petit à petit, pour avoir quelque chose de plus doux. Donc voilà, donc de base, la sensibilité à la pression est activée. Voilà. Donc, alors, si je dis pas de bêtises. Donc si vous appuyez sur Maj et sur F, voilà, vous pouvez augmenter ou diminuer la force de la brosse. Voilà, donc c'est F pour la taille et Maj F pour la force. On mettra 5. Voilà, à côté, vous avez un petit plus et un petit moins. Donc, le moins, ça fait l'effet inverse de la brosse, et le plus, ça fait l'effet normal. Donc, comme on l'a dit déjà précédemment, quand on clique gauche, quand on appuie avec le stylet, on utilise la brosse, et quand on appuie sur CTRL, on fait l'effet inverse. Là, par exemple, si je prends le quiz, l'effet de base, c'est de faire un trou, mais l'inverse, c'est de faire une bosse. Ok. Alors ensuite, on a les options pour la brosse. Donc les options pour la brosse, elles vont changer en fonction du type d'outil que vous avez, mais il y a certaines choses qui sont communes, notamment l'autosmooth. Donc l'autosmooth, ça va lisser l'utilisation de votre brosse. Si on ne l'active pas, je vais peut-être prendre un nouvel objet, parce que là on commence à plus rien voir. Donc on va prendre un cube, CTRL 3 pour ajouter des subdivisions, on applique, on passe en sculpte, on active la dynamique topologie, on enlève l'UV-map, voilà, alors là vous voyez ça fait des petits carrés, c'est qu'en fait j'utilise une très grande valeur de résolution alors que l'objet n'est pas subdivisé au départ, donc ça peut créer ces petits pincements au niveau des polygones de base. Voilà, donc on reprend donc Autosmooth, ça va lisser la brosse, donc ça peut être pratique si vous utilisez la souris ou que vous avez tendance à un peu trembler. Voilà, topologie rake, en fait, le rake, la déformation de la topologie va suivre le mouvement de la souris ou du stylet. Je sais pas si on peut le voir au niveau du... Non, ça se voit pas vraiment au niveau du maillage, mais je pense que c'est très utile quand on utilise des textures, par exemple. Alors ensuite, on a ces options-là. Aeroplane, donc Aeroplane, en fait, on va déformer en fonction de l'orientation des phases. Donc vous voyez ici, quand je vais sur le côté, donc la brosse continue à agir normalement, parce que le logiciel va prendre en compte la direction des faces. Tandis que si je prends View Plane, ça va se faire par rapport à la vue. Donc là, si je vais sur les côtés, vous voyez que ça s'aplatit parce que sur les côtés, du coup, ça va faire plat. Parce que le logiciel ne déforme plus par rapport à l'orientation des polygones, mais par rapport à la vue. Donc ça peut être pratique d'utiliser le View Plane quand on utilise des outils comme là pour aplatir, la brosse flatten, et donc on va aplatir en fonction de l'angle de la vue plutôt qu'en fonction de la direction des faces.
Voilà, donc le flatten va se faire par rapport à la position de la caméra de la vue 3D. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut bloquer que sur un axe. Donc là, si je fais... Là, vous voyez, j'essaye de peindre sur l'axe Z, sauf que vu que j'ai... C'est sur l'axe Y aussi. Ça fait pas grand-chose, puisque je n'ai activé la déformation que sur l'axe X. Voilà, donc sur l'axe X, j'ai aucun souci. Et puis, voilà, donc on peut contraindre sur un seul axe. Voilà, si je passe en Z, je vais pouvoir peindre que sur le dessus. Dès qu'on va aller sur les côtés, je ne vais plus pouvoir utiliser ma brosse. Vous voyez, il va déplacer que sur l'axe Z. Ensuite, donc, on a le Front Face Only, donc, qui permet de travailler que sur les faces qui sont visibles. Tout ce qui est derrière, ça ne va pas être pris en compte. Voilà, donc honnêtement, après, to default off et accumulate, donc accumulate, ben, ça va jouer sur la façon dont vous allez ajouter de la matière. Et de default off, je sais pas trop, ça vient de faire cracher l'ordi. L'ordi, honnêtement, tout default off, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc on va pas s'en servir. Alors, overlay. Overlay, il est intéressant, c'est qu'en fait, il est intéressant parce que il va nous permettre d'afficher la courbe. Donc, du coup, on va sauter à l'outil courbe d'abord. Donc, ici, vous avez la courbe de déformation. En fait, on va dire que c'est le profil de votre brosse. Okay, vous en avez plusieurs par défaut. Là, si je prends celui-là, ça va faire des déformations différentes. Si je prends celui qui est comme ça, on va avoir quelque chose de plus pyramidal. Alors je vais refaire une sphère parce que là on ne voit plus grand chose. Une sphère. Donc, on va faire un cube, décidément. Cube, CTRL 3, on applique le modificateur, on enlève l'UVMap et on repasse en mode sculpture et en dynamique topologie. Donc, si je prends ici celui-là, on va avoir, vous voyez, on va pouvoir faire quelque chose de très plat en fait. Donc il faut imaginer, voilà, quand je dis que ça c'est le profil, et donc on va avoir cette forme, mais à 360 degrés pour sculpter. Donc vous pouvez créer la vôtre, hein, si par exemple on va rajouter des points pour avoir cette forme-là, on va pouvoir faire des cratères. Donc là, en ayant activé le curve alpha, pour avoir la prévisualisation de la courbe, et donc là on va pouvoir faire des petits cratères. Voilà, très pratique si vous voulez faire des tentacules de coupe. On sait jamais. Donc voilà, donc ça c'est pour la courbe. Ensuite, on peut aussi afficher les textures. Et donc, ça va nous permettre justement de parler des textures. Donc, sur le menu texture, vous avez ici le choix de section de texture. Alors, j'en ai pas créé, donc vous pouvez en créer une ici, ou alors aller directement dans l'onglet texture du panneau propriété. Donc, ici, vous voyez qu'on est en mode brosse. Donc, si je fais mieux, on va créer une nouvelle brosse, on va l'appeler direct. Brosse 1. Voilà. Et là, on va pouvoir utiliser plusieurs choses. Donc, on va pouvoir utiliser soit des brosses de type avec des textures de type, pardon, je perds le mot, donc des brosses avec des textures procédurales. Voilà, donc on va pouvoir utiliser par exemple du bruit. Celui-là, il n'est pas beau. On va utiliser Cloud, qui est un peu plus joli. Là, on va augmenter un peu le contraste.
pouvez voir un peu, vous pouvez le voir un peu mieux. Voilà, et donc là, si j'affiche dans l'overlay ma texture, donc on peut la voir apparaître par-dessus. Et donc on va pouvoir utiliser les textures pour créer des motifs. Voilà. Donc on peut utiliser des textures de type procédural, donc des bruits, tout ça. On peut aussi utiliser des images. Donc les images, en fait, ce sont des images en noir et blanc. Donc, ce qui va être blanc va être les bosses, en fait, et le noir va être les creux. Alors, où est-ce que j'ai des images? Je dois avoir là dans texture, des bomb maps. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là, le cratère. Et donc, okay, je sais pas pourquoi le cratère ne marche pas, on va en prendre un autre. L'écrou ne fonctionne pas non plus, c'est bien, il n'y a aucune texture qui fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune texture qui fonctionne? Ok, donc j'ai juste redémarré le logiciel et là tout fonctionne parfaitement. Voilà, les joies de la bêta. Donc, ici vous voyez, donc j'ai choisi une texture, donc c'est un bouton. J'ai activé dans Texture Alpha l'affichage de la texture, donc du coup on va voir en surimpression. Et donc je vais pouvoir utiliser cette texture. Alors en fonction des courbes que vous utilisez, vous allez avoir un rendu différent, avec des bords plus ou moins adoucis. Voilà, donc c'est à vous, en fonction du type de texture, si vous avez quelque chose de très carré, on va plutôt utiliser un moindre lissage. Si on a des formes plus arrondies, on va utiliser un lissage plus fort. Voilà, alors la texture, on retrouve les mêmes options que tout à l'heure. Donc on a ViewPlane et ARAPlane. Donc ARAPlane, ça va suivre la direction des normales de l'objet. ViewPlane, ça va être par rapport à l'angle de prise de vue, mais on a d'autres choses. On a Tiled. Donc Tiled, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher en mode répétition, surtout de la vue 3D, ça va pouvoir nous servir de pochoir. Okay, donc vous allez choisir là où vous allez utiliser. Alors là, ça fait ça parce que j'ai le miroir activé. Si vous voyez des trucs bizarres. Voilà, donc c'est des pochoirs qui apparaissent. Alors, ce tile, on va pouvoir le changer. Hein. Si je mets 5, vous voyez, on a plein de petits boutons après. Voilà, ensuite on a 3D. Alors 3D, ça fonctionne bien avec comment s'appelle, avec les textures procédurales. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle texture. Dans texture, on va en créer une nouvelle de type clouds. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre la preview. Voilà, et donc 3D en fait, ça permet de créer une surface tout au long de l'objet. Voilà, si vous avez des écailles par exemple que vous voulez faire, vous allez pouvoir utiliser ça. Donc, on a plusieurs types de bruit. Hein. Donc, ah ouais, c'est ça que je cherchais, donc les craquements. Voilà, ça peut
faire une texture de peau ou un sol craquelé en fonction de la taille que vous allez utiliser. Donc là, pour qu'on voit bien les textures, j'ai mis une résolution assez grande, du coup ça a tendance à un peu ramer. Voilà, donc 3D. Ensuite, on a random. Donc random, ça va, là, comme son nom l'indique, ça va utiliser aléatoirement une de ces techniques. Ensuite, on a stencil. Donc stencil, c'est un pochoir, mais cette fois un pochoir unique. Alors de base, il est localisé en bas à gauche, mais avec la touche, avec le clic droit, vous pouvez déplacer le pochoir. En tenant Maj et en faisant clic droit, vous pouvez agrandir ou rétrécir le pochoir. Alors je vais réactiver les claviers. Voilà, donc Maj et clic droit, on bouge le pochoir. CTRL et clic droit, on le tourne. Voilà, si je change de texture, évidemment j'ai une texture ronde. C'est pas grave, donc on va pouvoir la changer de pochoir. Alors là, ça fait ça parce que j'ai toujours pas remis l'échelle à 1. Et voilà, donc là on a notre pochoir. On peut, donc Maj, clic droit, on va le rétrécir. Et donc on va pouvoir se servir de l'image comme pochoir. Voilà, ensuite on a tout un tas d'autres options, donc Rake, pour ça je vais changer d'image pour vous l'expliquer. Donc on va prendre, voilà, ça c'est des textures, en fait, genre des fermetures éclairs ou des tubes. Et donc on va vouloir que ces textures suivent le tracé de le tracé de notre stylo ou de notre souris. Donc, par exemple, si je prends celui-là, en fait, si j'active l'option Rake, vous allez voir que la texture va tourner en fonction de la direction du stylet. Donc ça va permettre, alors là, justement, on va gérer, on va aller dans Stroke. Donc Stroke, c'est le tracé. Et de base, en fait, on a une option qui est espacement. Alors quand on n'a pas de texture, on considère que c'est une sphère qu'on va espacer de 10%. Donc c'est pas beaucoup, c'est pour ça qu'on a bien continue. Mais là, si je mets 50, rétrécir un petit peu aussi. Voilà, ça permet d'avoir cette texture qui suit le déplacement de la souris. Voilà, on peut changer. Alors, on peut changer l'angle. Si je ne prends pas si je désactive Rake, donc de base, ma texture là est là dans la même orientation que celle de l'image de base. On peut changer. Si je mets 45, elle va être inclinée du coup à 45 degrés. Et si on utilise random, donc elle va tourner, elle va prendre des orientations différentes à chaque fois. Donc ça c'est pratique aussi quand on veut créer des détails mais que ça fasse pas trop répétitif. Voilà, donc là on a l'angle, le random angle, donc ça va à 360 degrés. Voilà, donc ensuite on a l'offset, donc on va pouvoir décaler la texture en X. Et voilà, ça n'a pas. Ça c'est si jamais vous avez une texture à motif et que vous voulez la décaler un petit peu pour que ce soit pas centré. Alors, donc on va s'intéresser maintenant à Stroke. Donc on va créer une nouvelle sphère encore. Un peu le bazar. Un cube, CTRL 3, on applique, on enlève du VMAP, on passe en mode sculpt, on active la topologie dynamique, voilà. Alors les textures, on va l'enlever pour juste avoir notre brosse de base. Donc de base, on a la méthode space pour le tracer. On a aussi, donc on va voir la méthode dans la méthode dots.
Donc, dot, ça permet de créer des points à l'endroit où on clique en fait. Alors, voilà. Ensuite, on a la méthode drag dot. Donc, on va appuyer un endroit et puis on va pouvoir bouger et la texture et la forme va se créer à cet autre endroit. Alors, on va augmenter les input samples. Donc ça, c'est les samples. Ça va être la qualité du tracé. Voilà, de base c'est à 1. Et plus vous augmentez, plus vous aurez un tracé de qualité, mais plus ça va laguer. Là, c'est toujours pas suffisant. Alors, pourquoi est-ce que ça ne veut pas la force de la brosse? Non, ça ne veut pas. C'est bizarre. Si je mets une texture, très bien. Bon, c'est pas grave, on va continuer à avancer. Donc space, c'est la méthode de base. Texture. Donc par défaut, c'est espacé de 10%, mais là, si j'espace de 50%, vous allez voir que ça va créer ça va espacer de 50%. Si je mets 100%, on va avoir l'espace de la brosse entre chaque tracé. Donc airbrush, vous voyez, ça fait comme un, comment ça s'appelle, un pistolet à peinture. Donc on va créer de la matière où on appuie. Plus on appuie, plus ça va créer de matière. Voilà. Ensuite, on a Handcord. Handcord, en fait, ça va créer la forme par le centre. Donc, vous appuyez, vous déplacez le stylet, donc ça va créer une forme plus ou moins grande. Okay. Voilà. Et enfin, on a encore line. Donc line, bah, comme son nom l'indique, hein, ça crée des lignes droites. Et donc là, vu que j'ai un espacement de 100%, il ne vaut pas grand chose, mais si je reviens à 10, comme c'était au départ, je cherchais les lignes un peu vides, voilà. Donc, si je trace une ligne, voilà, vous allez pouvoir faire des tracés un peu droits. Donc là, ça peut être pratique si vous avez, si vous ne voulez pas utiliser règles, vous tracez des coutures ou du fil de fer, des trucs comme ça, des fils de fer, des fermetures éclairs, pardon. Et enfin, on a Curve. Alors, Curve, aux dernières nouvelles, ça ne marchait pas dans cette version. On va voir si ça fonctionne maintenant. Donc, Curve, ce que c'est censé faire, c'est qu'on est censé faire des tracés comme des courbes vectorielles. Et ensuite, notre je ne peux pas activer le dessin de courbe, donc c'est un peu problématique. Bon, bah tant pis. On verra plus tard pour la courbe si jamais ça refonctionne. Voilà, donc on a vu à peu près toutes les options. Hein. Donc ça fait quand même pas mal de choses à retenir. Donc le mieux maintenant, c'est d'expérimenter le plus possible. Voilà, donc pour la courbe, en fait, c'était juste que les raccourcis clavier ont changé d'une version à l'autre. Donc, quand on passe en mode courbe, on va pouvoir, donc là je vais créer une nouvelle courbe, et on va pouvoir, en cliquant sur Draw, on va pouvoir en faisant
CTRL plus clic droit, ajouter des points à notre courbe. Et ensuite, avec clic droit, on va pouvoir bouger les différents points. Voilà, donc, CTRL, clic droit. Donc, quand vous appuyez juste sur clic droit, ça va créer. Ouais, voilà. Là, avec le clic gauche, ensuite, on peut dessiner la courbe et on peut réutiliser cette courbe. Donc là, si je fais hop, il ne veut pas. C'est pas l'outil le plus stable du monde, mais voilà, en gros, vous pouvez utiliser une courbe, un tracé. Là, je vais le supprimer celui-là. Vous pouvez créer un tracé et utiliser ce tracé pour définir un tracé de forme. Bon, là, je pense qu'on peut peut-être le combiner par exemple avec une texture. J'ai pris au hasard celle-là. Si on fait un rake, que là on trace. Oui, non, c'est pas la joie. On va augmenter les inputs. L'espacement à 50. On commence à avoir un truc pas mal. Bon, évidemment, il faut augmenter la résolution. On monte à 200. Ah, ben là, ça commence à ressembler à quelque chose. Sauf que c'est à l'envers. Voilà.